Bien, bonjour à tous. Une petite mise au point donc, sur le déroulé de ce cours. Je m'excuse d'avoir dû annuler le cours de la semaine dernière. Donc, cette semaine, nous parlerons du lexique mental. La semaine prochaine, je vous parlerai, donc ce sera le dernier cours de la série, je vous parlerai de l'apprentissage des règles grammaticales chez l'enfant et on repoussera la question de la théorie de l'esprit à une autre année sans doute. Et dans 15 jours, vous savez probablement que le séminaire cette année a lieu sous forme de colloque. Donc vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à participer à ce colloque international qui sera en anglais et auquel participent de nombreux collègues, qui portera sur la représentation des nombres, de l'espace et du temps, en célébrant une petite découverte qu'on avait faite il y a quelques années, qui est l'existence de liens entre les nombres et l'espace en particulier. Donc ce sera un colloque d'une journée, le programme est affiché à l'extérieur et si vous souhaitez y participer, il est préférable que vous vous inscriviez pour qu'on puisse tout simplement prévoir suffisamment de pauses café, etc. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, il y a une adresse internet qui est prévue pour cela sur la fiche qui est à l'extérieur. Voilà, alors donc aujourd'hui, nous allons reprendre le cours sur le cerveau statisticien, sur l'idée que le bébé compile des statistiques sur le monde extérieur et nous allons parler d'une phase absolument extraordinaire de la vie de l'enfant qui démarre à peu près au milieu de la deuxième année de vie et qui est ce qu'on appelle l'explosion lexicale, c'est-à-dire le moment où l'enfant peut-être manifeste de façon la plus visible ses compétences statistiques dans la mesure où il se met à apprendre à une vitesse remarquable le lexique de sa langue. On estime que l'enfant, à cette période, apprend facilement entre 10 et 20 mots par jour, ce qui suppose donc qu'il les apprend avec une quantité de données extraordinairement faible. Et peut-être on peut l'illustrer ici par ce célèbre tableau de la Vierge ou lapin. On imagine que la Vierge dit le mot lapin à l'enfant et l'enfant enregistre immédiatement que ce mot se réfère à cet animal particulier. Mais les philosophes ont été nombreux à souligner les graves problèmes que pose l'apprentissage du lexique chez l'enfant. D'abord, il faut imaginer donc un espace extraordinairement vaste de mots possibles, et seulement certaines séquences sont des mots, mais peut-être il y a quelques dizaines de milliers de mots qui appartiennent à notre lexique mental chez l'adulte, facilement. Les estimations sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de mots. Deuxièmement, il y a un espace de référent encore beaucoup plus vaste pour ces mots. Et lorsque l'enfant est exposé à un mot particulier, comme le mot lapin ici, eh bien, le nombre de référents possibles pour ce mot est tout à fait considérable. Et pourquoi est-ce que l'enfant apprend que le lapin, c'est l'animal tout entier, plutôt que ses oreilles, ou le petit bruit qu'il fait, ou la manière qu'il a de bouger? L'apprentissage des verbes, l'apprentissage des adjectifs pose des difficultés particulièrement considérables, et l'apprentissage des termes déictiques, par exemple, est un problème tout à fait intéressant, dans la mesure où l'enfant, par exemple, entend le terme « moi » systématiquement prononcé par quelqu'un qui fait référence à lui-même et non pas à l'enfant, évidemment. Donc il y a des problèmes de référence dans le domaine de l'apprentissage du lexique qui sont tout à fait particuliers. Alors, nous n'allons pas parler de tous ces problèmes aujourd'hui, mais je voudrais simplement parler de certains aspects de l'apprentissage des noms, et dans une deuxième partie du cours d'aujourd'hui, je parlerai de l'accès au lexique chez l'adulte, en essayant de vous montrer que dans les deux cas, l'idée que le cerveau fonctionne de manière bayésienne, qu'il raisonne sur des hypothèses et qu'il met à jour la probabilité de ces hypothèses en fonction de ses entrées, rend compte d'une grande part, finalement, de ces données à la fois sur l'apprentissage et sur l'accès au lexique. Nous partons du cours précédent et nous avions vu déjà que l'enfant franchissait dans la première année de vie un certain nombre d'étapes qui lui permettent finalement de mettre en rapport les mots avec les objets. Au cours des cours précédents, nous avions vu que les enfants dans la première année de vie étaient sensibles aux statistiques de leur environnement et en particulier sur le plan auditif. Il y a 15 jours, nous avions vu en détail un certain nombre d'expériences qui montraient que l'enfant était capable de prendre une série de syllabes et d'utiliser les probabilités de transition pour les tronçonner en quelque sorte en mots plausibles. Donc les mots qui reviennent fréquemment fournissent, par le simple fait que les syllabes se succèdent avec des probabilités plus élevées à l'intérieur des mots qu'entre les mots, fournissent donc des candidats pour le lexique mental. Et ce que je n'avais pas dit, mais je voudrais le mentionner simplement en une diapositive, c'est qu'il semble bien que sur le plan visuel,
le cerveau de l'enfant compile également des statistiques de co-occurrence des formes de la même manière, à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors, je vous avais parlé un petit peu de l'apprentissage des visages, dans lequel, par exemple, le fait qu'on reconnaisse le même visage de profil et de face peut être vu comme un apprentissage séquentiel dans le temps. Mais il y a des données tout à fait similaires, et en fait inspirées d'ailleurs des expériences plus précoces de Jennifer Safran sur l'apprentissage du langage, qui montrent que l'apprentissage visuel s'appuie apparemment sur des statistiques de co-occurrence des différents aspects de la forme des objets. Ici, je mets en valeur les recherches de Joseph Fischer, je ne suis pas très sûr comment se prononce le nom de ce chercheur hongrois, qui travaille avec Richard Aslin, et qui a effectivement réalisé des expériences tout à fait parallèles à celles qu'on avait vues il y a 15 jours sur l'apprentissage des groupes de syllabes, dans lesquelles on présente des scènes, et ces scènes sont formées soit d'objets élémentaires, soit d'objets composites, voyez, qui peuvent être formés par exemple d'un disque jaune et d'un diabolo bleu. Et les expériences montrent que l'enfant est sensible au fait que certains de ces objets reviennent de façon périodique, assemblés ensemble, comme on le voit ici. Donc, dans toutes les scènes de droite, le disque jaune est au-dessus du diabolo bleu. Et les expériences montrent que dès la première année de vie, les enfants vont être capables d'utiliser les informations statistiques présentées par ces scènes visuelles pour ensuite, lorsqu'on présente les objets en isolation, répondre de façon préférentielle et regarder donc plus longtemps, toujours cette méthode de durée du regard, regarder plus longtemps les objets qui sont revenus plus fréquemment dans les scènes de départ. Et il ne s'agit pas juste de la fréquence de co-occurrence, mais il s'agit vraiment d'une information sur la prédictabilité d'une forme, le fait qu'une des formes élémentaires, le disque jaune, prédise le diabolo bleu, puisqu'on peut par exemple rendre cette scène-là plus fréquente, donc augmenter la fréquence de cette disposition-là, mais comme dans d'autres scènes, elle n'est pas prédictive, eh bien l'enfant ne va pas apprendre ce type d'objet et va au contraire apprendre l'objet qui revient le plus souvent. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ces expériences, elles sont tout à fait parallèles aux expériences qui ont été menées dans la modalité auditive, et elles nous suggèrent qu'au cours de la première année de vie, modalité par modalité, aussi bien au sein du système visuel qu'au sein du système auditif, le cerveau de l'enfant crée des objets, il va créer des paquets d'informations, des paquets de syllabes, des paquets de formes, qui sont des objets récurrents dans l'environnement. Et on peut imaginer donc que d'un côté, on a des candidats pour des mots du lexique, et de l'autre côté, on a des candidats pour la référence de ces mots, les objets du monde extérieur. Et je vous avais montré une expérience qui faisait le lien entre ces deux fonctions. C'était cette expérience donc, de Jennifer Safran, où elle montrait que non seulement l'enfant était capable d'extraire des bisyllabes qui revenaient fréquemment dans une liste de syllabes sur la base des probabilités de transition, donc mano, piga, timé, mano, debout, mano, timé, piga, debout. Très vite, l'enfant repère que le timé est un des mots de cette série, mais elle montrait dans cette expérience que si ensuite on présente des objets à l'enfant et on les accompagne de ces bisyllabes particuliers qui sont revenus fréquemment dans la séquence de départ, eh bien l'enfant apprend beaucoup plus facilement le fait que ces bisyllabes servent d'étiquette pour les objets correspondants. Alors que si d'autres bisyllabes sont présentés en même temps que d'autres objets, mais ils n'ont pas fait partie de la série de départ, l'apprentissage ne se produit pas. Donc, quelque part, les statistiques intramodalité facilitent ensuite la mise en conjonction des mots avec les choses auxquelles ils se réfèrent. Et cette expérience est assez remarquable tout de même, puisqu'il y a toute une série d'apprentissages qui doivent se produire. Les objets eux-mêmes sont nouveaux. Jennifer Safran n'insiste pas tellement là-dessus dans son article parce qu'elle s'intéresse à la partie linguistique de cet apprentissage, mais l'enfant a aussi dû apprendre quelque chose sur cette conjonction particulière de formes qui est tout à fait nouvelle et particulière, et que l'enfant a appris en quelques secondes, en quelques minutes, à associer à la forme particulière du mot timé. Donc, un espèce de double apprentissage qui se produit ici. Alors, ce qui va nous occuper dans le cours d'aujourd'hui, c'est cette mise en liaison à assez haut niveau entre les formes des mots et les référents correspondants. Et je m'appuierai sur un article de Fei Shu et Josh Tenenbaum, qui sont maintenant, je pense, des chercheurs qui sont devenus familiers, puisqu'ils sont des personnages tout à fait centraux de cette théorie bayésienne de l'apprentissage, qui nous proposent, donc, dans un article de Psychological Review en 2007, une théorie bayésienne de l'apprentissage des mots. Alors, il commence par lister un certain nombre de phénomènes qui sont en quelque sorte les piliers empiriques de l'apprentissage des mots. Et
dont ils vont essayer de rendre compte ensuite, mais qui ne sont pas faciles finalement à rendre compte dans d'autres théories. Premièrement, il est frappant que le sens des mots soit appris par l'enfant sur la base d'extraordinairement peu d'exemples. Parfois un seul exemple, je pense qu'on en connaît tous des cas, parfois quelques exemples. Deuxièmement, les exemples positifs suffisent. L'enfant n'a pas besoin d'être corrigé ou on n'a pas besoin de lui dire « ça n'est pas un chien ». Il suffit de lui présenter des exemples positifs. Troisièmement, ça n'est pas un simple étiquetage, comme j'en ai peut-être donné l'impression depuis le départ de cet exposé. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque le même objet, on peut y faire référence avec des mots extrêmement différents. Si vous prenez un chien, par exemple, je peux dire « ah, c'est un chien », mais je peux dire aussi « c'est un dalmatien », c'est un mammifère, et suivant le contexte, on va utiliser des registres de mots extraordinairement différents. Donc l'enfant apprend à partitionner le monde à des degrés de granularité différents, et chacun de ces degrés de granularité va avoir des mots différents. Quatrièmement, nous disent Schuh et Tenenbaum, l'apprentissage est graduel. Les inférences sur le sens d'un mot sont graduelles. Alors c'est peut-être un petit peu moins intuitif parce qu'on a le sentiment qu'un mot est attaché de façon discrète à un sens. Mais si vous réfléchissez à certains des mots que vous connaissez, vous en avez une idée, c'est vrai, assez approximative. Je lisais récemment Welbeck et il y avait le mot bichon. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un bichon? Alors, je me suis demandé quel était le sens que je pouvais attacher à ce mot-là. Je sais que c'est un chien, je sais que c'est probablement un petit chien, familier, etc., mais je n'avais aucune idée concrète, visuelle, du référent de ce mot. Et je pense que c'est le cas pour de très nombreux mots, effectivement, que le sens qui s'y attache est probabiliste. Et on va voir dans une seconde qu'effectivement, il y a des expériences qui vont tout à fait dans ce sens-là. Cinquièmement, nous disent Schuh et Tenenbaum, l'enfant apprend, fait des inférences sur le sens des mots en tenant compte de façon absolument massive du contexte d'apprentissage. Et il est vrai qu'il y a une liste très impressionnante d'expériences qui montre que l'enfant est extrêmement attentif à l'attention partagée, c'est-à-dire qu'il fait attention à ce à quoi le locuteur fait attention, et le fait de partager l'attention sur l'objet facilite l'apprentissage. Il fait attention également aux connaissances et aux intentions du locuteur lorsqu'il énonce un certain mot. Il existe des données qui sont vraiment tout à fait frappantes dans ce domaine. Je vais parler un peu plus en détail de ce concept de nouveauté des mots, mais on peut citer par exemple cette recherche de Grassmann de 2009, dans lequel les enfants voient un adulte qui regarde un objet nouveau, s'extasie devant voilà, et qui dit « Ah, c'est un galipot, c'est un magnifique galipot », avec beaucoup d'excitation. Dans ces conditions-là, les enfants apprennent que galipot est effectivement le nom de ce nouvel objet. Mais si, par hasard, l'objet en question a déjà été vu par l'adulte auparavant, pendant 5 minutes, l'enfant et l'adulte ont joué ensemble avec cet objet, qui du coup n'est plus nouveau. Si maintenant l'adulte a exactement le même comportement de s'extasier et de dire « Ah, c'est formidable, c'est un galipot, etc. », l'enfant est surpris et l'enfant cherche un référent nouveau pour l'objet en question. Autrement dit, l'enfant a l'air d'être sensible à l'idée que l'adulte a un concept de nouveauté et suit en quelque sorte ce que l'adulte représente mentalement comme étant nouveau. Donc si l'objet qui est présent n'est pas un objet nouveau et que l'adulte se comporte comme s'il s'agissait d'un objet nouveau, les enfants vont chercher un autre référent pour le mot. Autrement dit, les enfants sont guidés dans leurs apprentissages par des inférences assez sophistiquées sur les intentions du locuteur. Deuxième exemple, qui est dû à Tomasello et Barton en 1994. Un adulte énonce, dans ce cas-ci, il s'agit d'un verbe, let's glip the doll. On va glipper la poupée. Et puis, il fait une première action, mais au moment où il fait cette action, il dit oups. En français, on va dire ah, non, pardon, je me suis trompé. Et puis, il fait une deuxième action et il dit voilà. Eh bien, dans ce contexte, l'enfant associe le verbe glipper, le verbe nouveau, non pas à la première action qui a été faite, mais à la deuxième action qui a été faite. Alors que dans toutes sortes d'expériences de contrôle, on peut montrer qu'une seule instance d'une action suffit à l'enfant pour associer le verbe avec l'action correspondante. Donc ce qui se passe dans ce cas-ci est tout à fait particulier, c'est que l'enfant se rend compte que la personne s'est trompée, que son intention n'était pas de faire l'action 1, mais c'était de faire l'action 2. Donc, deux exemples parmi beaucoup d'autres, et on en verra encore quelques autres dans un instant, de recherches qui suggèrent que l'enfant est capable de suivre les intentions du locuteur et d'en tenir compte dans son assignation d'un sens au mot qu'il entend. Alors, Schuh et Tenenbaum se proposent de présenter un modèle complet de ce type de phénomène. Et ils vont aussi faire des expériences
qui porteront sur l'apprentissage de mots nouveaux. Alors, une expérience, je vous en avais parlé, je vais la représenter très brièvement, nous était proposée, une expérience plutôt de pensée en l'occurrence, hein, nous était proposée par Tenenbaum dans son article de Science en 2011, c'était l'apprentissage d'un mot comme tufa. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vous dis ceci c'est un tufa, et puis voilà, ceci aussi c'est un tufa, et cet objet-là aussi, c'est un tufa. Ça ressemble à la situation d'apprentissage de l'enfant qui reçoit 1, 2 ou peut-être 3 exemples de contextes dans lesquels on peut utiliser un mot particulier comme le mot tufa. Eh bien, Tenenbaum attire notre attention sur le fait qu'immédiatement, nous pouvons répondre à des questions complètement nouvelles sur des objets nouveaux. Est-ce que, par exemple, ceci est un tufa? Je pense que vous serez d'accord que c'est probable que oui. Ceci non, celui-ci sans doute oui, etc. Et on est capable, vis-à-vis d'un tableau d'objets complètement nouveaux, de décider individuellement pour chacun d'eux s'il s'agit ou non d'un tufa. Alors, Tenenbaum et Feichu vont utiliser cette situation comme une sorte de modèle de ce qui se produit dans l'apprentissage des mots. Essentiellement, nous disposons de quelques instances, et ensuite nous avons un très vaste espace de catégories qui peut être représenté sous forme d'un arbre, et l'apprentissage du lexique va être vu comme la sélection d'hypothèses à l'intérieur de cet arbre. Alors rentrons un tout petit peu dans le détail. Hein. Donc, les données qui sont supposées acquises par l'enfant sont un certain nombre d'instances d'un nouveau mot, C, et associées avec un certain nombre de situations qu'on peut représenter par des vecteurs, x1, x2, x3, qui sont autant de situations concrètes du monde extérieur dans lequel ce mot a été énoncé. Donc ce sont des entités dans un espace très multidimensionnel, hein, l'espace de la perception des objets. Le modèle suppose que l'enfant, lui, dispose d'un autre espace, qui est un espace d'hypothèses concernant les concepts auxquels le mot C peut renvoyer. Et ces hypothèses vont être en fait des sous-ensembles d'objets possibles. Donc il faut imaginer que l'enfant, le cerveau de l'enfant, représente de façon hiérarchique l'espace des objets comme étant un jeu de sous-ensembles enchâssés les uns dans les autres. Par exemple, un des concepts possibles, c'est tous les êtres vivants, un des concepts, c'est tous les chiens, tous les dalmatiens, etc. Alors, sur la base de ces observations, l'enfant va mettre à jour la probabilité que chacune des hypothèses soit vraie, et c'est là évidemment qu'il va agir dans l'hypothèse de Tenenbaum et Shu comme un bon petit bayésien. Il va mettre à jour la probabilité de chaque hypothèse tenant compte des observations X en appliquant l'équation bayésienne classique, et évidemment tout le modèle va reposer dans la spécification de l'a priori, c'est-à-dire la probabilité de chacune des hypothèses, et surtout de la vraisemblance, c'est-à-dire quelle était la probabilité d'avoir fait cette observation particulière, d'avoir vu un tufa particulier, si tufa voulait dire tous les chiens ou tous les dalmatiens, etc. Et c'est là que Tenenbaum et Shu introduisent leur hypothèse clé, qui est que la vraisemblance dépend de la taille du sous-ensemble de référence. Donc si le sous-ensemble est très grand, la probabilité de faire une observation individuelle particulière, un dalmatien particulier, devient beaucoup plus faible. Donc si dalmatien voulait dire chien, eh bien la probabilité que dalmatien soit le mot qu'on entend à chaque fois avec un dalmatien particulier deviendrait particulièrement faible. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche dans le cas des tufas, et c'est une diapositive que j'avais déjà montrée l'an dernier, voilà donc l'arbre qu'on peut dériver, et il est possible par des méthodes automatiques de dériver ce type d'arbre similarité sur la base des objets que je vous ai présentés tout à l'heure sous forme de tableau. Donc il y a des objets qui se ressemblent beaucoup, et puis les branches de l'arbre ensuite représentent des objets qui se ressemblent de moins en moins. Et donc l'hypothèse, c'est que le sens des mots va référer à des branches particulières de cet arbre. Chaque mot va pouvoir référer à une branche particulière de l'arbre, mais inversement, chaque branche de l'arbre est le référent possible d'un mot. Donc les hypothèses sur les sens des mots sont des sous-ensembles d'objets. Alors voilà différentes hypothèses possibles pour le sens du mot tufa. Maintenant, comment va fonctionner le modèle? Eh bien, la vraisemblance. Donc on a observé 3 instances particulières de tufa qui sont encadrées en rouge ici. Comment est-ce qu'on met à jour la vraisemblance? Comment est-ce qu'on met à jour plutôt la plausibilité de chacune des hypothèses, donc verte, orange et bleue ici, étant donné qu'on a fait ces 3 observations-là? Eh bien, la vraisemblance de ces 3 observations, étant donné chacune de ces hypothèses, peut être calculée. Elle dépend uniquement, d'après Tenenbaum, de la taille de l'arbre en question. Et donc, si on regarde ici, l'arbre bleu a 14 branches, donc il y a une probabilité de 1 sur 14 de faire ces observations particulières.
l'arbre orange est plus étroit, donc il y a une probabilité de 1 sur 8 de faire ces observations particulières. L'arbre vert est encore plus étroit, donc les observations ont une vraisemblance encore plus grande, mais l'arbre vert a cette propriété tout à fait particulière qu'il exclut l'une des observations qui a été faite. C'est-à-dire que si le référent du mot tufa était l'arbre en vert ici, eh bien, on n'aurait pas pu observer cet objet-là comme étant un tufa. Donc, on voit immédiatement que le modèle va éliminer les hypothèses comme celle en verte, parce qu'elles sont trop étroites, elles ne recouvrent pas ce que l'enfant a observé, mais il va sélectionner automatiquement les branches de l'arbre les plus petites qui s'ajustent finalement aux hypothèses qui sont observées. Donc, le mécanisme attribue une vraisemblance faible aux catégories les plus grandes, et quelque part rend compte de cette intuition qu'on a que si, par exemple, le mot tufa référait à l'ensemble de tous ces objets ici à gauche, eh bien, ce serait une coïncidence tout à fait extraordinaire qu'on nous ait présenté que des exemples issus d'une branche tout à fait étroite de cet arbre. Donc, le modèle bayésien peut formaliser ce qu'on peut appeler en quelque sorte une coïncidence ou une circonstance particulière de probabilité basse. Alors, Shu et Tenenbaum ne se contentent pas de proposer ce modèle formel, mais vont faire des expériences pour le tester. Et ces expériences sont menées à la fois chez l'adulte et chez l'enfant. Elles consistent à présenter donc aux adultes et aux enfants de 3-4 ans des mots complètement nouveaux, comme tufa, accompagnés d'exemples. Et une vingtaine de mots vont être présentés. Certains vont être accompagnés seulement d'un exemple, par exemple ici, un légume particulier, un véhicule, un animal. D'autres mots vont être accompagnés de 3 exemples, et ici 3 instances particulières du même légume, 3 instances du même véhicule, 3 instances du même objet, du même chien. Dans une autre condition, on va présenter 3 exemplaires de ce qu'on pourrait appeler la catégorie de base, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas le même objet, hein. Je suis désolé, les photos devraient être en couleur normalement, mais dans l'article, elles étaient en noir et blanc, mais tout ceci était présenté en couleur et de façon beaucoup plus visible au sujet. Et donc, on voit ici qu'il s'agit de 3 exemplaires de couleurs différentes, de formes légèrement différentes, de caractéristiques légèrement différentes, mais du même objet de base, de même sorte de camion ici. Et puis, dans une 4e condition, les 3 instances du même mot, tufa, vont être appliquées à 3 objets qui appartiennent tous à une même catégorie de niveau supérieur. Et ici, il s'agit de 3 légumes, mais de genres tout à fait différents. Ici, de 3 véhicules, il y a une moto et un tracteur, ou 3 animaux de genres tout à fait différents. Alors, donc, on va forcer l'adulte ou l'enfant à apprendre un mot nouveau sur la base de seulement 1 ou 3 exemplaires différents et avec une variabilité dans les exemplaires tout à fait différente suivant les conditions. Et puis ensuite, on va demander à la personne de généraliser. Donc maintenant, dites-moi lequel est un tufa, ou ici un fait. Et évidemment, on va poser la question à la fois pour des items qui correspondent à l'objet même que la personne a vu au départ, à des objets de la même catégorie étroite, et puis à des objets de la catégorie de niveau supérieur. Et puis bien sûr à des catégories qui n'ont rien à voir, juste pour contrôler. Alors, que va prédire le modèle? La première chose que nous propose Shu et Tenenbaum, c'est une simulation dans laquelle on fait tourner le modèle bayésien et on regarde ce que va prédire le modèle en fonction des différentes conditions de l'expérience. Donc en abscisse ici, vous avez les exemples qui ont été donnés au sujet. Donc certains mots, on a eu un seul exemple. D'autres, on a eu 3 exemples, mais tous du même objet. 3 exemples de la même catégorie de base ou 3 exemples de la catégorie super ordonnée. Et puis on teste ensuite avec des objets de ces différentes catégories. Alors vous voyez immédiatement que le modèle bayésien fait des prédictions tout à fait particulières, et y compris pour la condition où on a un seul exemple, ce qui est tout à fait frappant, un seul exemple d'un seul mot, on va déjà avoir des prédictions assez particulières qui sont que, évidemment, s'il y a une bonne mémoire, la personne devrait généraliser à tous les objets identiques, y compris vus sous un angle légèrement différent, et puis généraliser en partie et de façon probabiliste à des objets de la même nature, mais éventuellement de couleurs ou de formes légèrement différentes, et généraliser encore moins à des objets de la catégorie au-dessus.
Et puis cette forme de généralisation va changer du tout au tout suivant les instances qui sont données à la personne. Si on donne des instances extraordinairement variées, mais qui appartiennent tous à la même catégorie de niveau supérieur, l'enfant va apprendre et le modèle ici va apprendre à généraliser à l'ensemble des objets de cette théorie, alors que si au contraire les exemples sont restreints à la catégorie de base, il ne va pas généraliser autant à la catégorie du dessus, mais il va le faire de façon probabiliste. Bien, ça c'est le modèle. C'est un modèle qui est intéressant aussi dans la mesure où il ne se contente pas simplement d'avoir un formalisme sous forme d'arbre, mais en fait il analyse très étroitement les jugements de similarité des personnes sur les items mêmes qui ont été présentés. Donc l'arbre des hypothèses qui est supposé être à l'origine de l'apprentissage lexical est dérivé des jugements de similarité sur les images qui ont été présentées au cours même de l'expérience. Alors voici maintenant les résultats empiriques, à la fois pour les enfants et pour les adultes. Et on voit que, effectivement, la généralisation de l'apprentissage d'un mot, même sur la base d'une instance ou de 3 instances, est extraordinairement différente suivant le contexte dans lequel le mot a été entendu. Si le mot a été entendu avec 3 instances très différentes et toutes faisant partie de la même catégorie superordonnée, eh bien on voit immédiatement que l'enfant va généraliser. C'est la colonne blanche ici en particulier. Alors que si le mot a été entendu une seule fois, et particulièrement s'il est entendu 3 fois, mais avec le même objet, eh bien vous voyez qu'il y a très peu de généralisation. Et ici, si c'est 3 fois, mais avec des objets avec une certaine variabilité dans la forme et la couleur, eh bien vous voyez que la généralisation va se produire sur la base de la forme et de la couleur, mais pas à la catégorie superordonnée. Et même chose pour les adultes. Alors, on peut voir que ces données s'ajustent assez étroitement au modèle bayésien qui est proposé. Les auteurs discutent le fait qu'il y a des petites déviations et que les données chez l'enfant s'ajustent assez étroitement au modèle bayésien le plus brut de fonderie, si je puis dire. Le modèle adulte en dévie un tout petit peu dans la mesure où, par exemple, ici, on a un petit peu plus de généralisation et vous voyez, la forme de la généralisation n'est pas exactement la même quand on a une seule instance comme support de l'apprentissage. Alors les auteurs proposent un modèle légèrement révisé qui est intéressant, dans lequel ils suggèrent qu'on peut ajouter au modèle un biais pour l'idée que les noms se réfèrent à la catégorie de base, c'est-à-dire aux objets au sens où on les entend dans le monde naturel. C'est une hypothèse qui est très discutée dans la littérature psychologique que peut-être l'apprentissage lexical aurait un biais pour les noms de base des objets. Mais ici, on voit que ça n'est peut-être pas nécessaire pour rendre compte des données chez l'enfant, mais peut-être nécessaire seulement pour rendre compte des données chez l'adulte. Autrement dit, l'adulte aurait appris des sortes de super stratégies du type un nom d'objet se réfère en général à la catégorie de base et pas à un niveau du dessus ou à un niveau d'en dessous. Bon, c'est vraiment un détail et le modèle bayésien de base déjà rend compte d'une très grande part des données. On peut revenir aux observations initiales de Shu et Tenenbaum et voir que d'abord, le modèle effectivement fait changer toutes les probabilités a posteriori très rapidement après chaque observation, même d'une instance d'un mot. Donc, apprentissage ultra rapide. Il n'est pas nécessaire d'avoir des contre-exemples. On a vu qu'on pouvait éliminer des catégories entières de sens alors qu'il n'y a pas de contre-exemple qui est donné à l'enfant. Les enfants, comme les adultes, sont capables d'apprendre des noms qui étiquettent un ensemble enchâssé, un espace tout à fait complexe d'hypothèses enchâssées. Le fait que les hypothèses soient enchâssées ne pose pas de problème particulier au modèle bayésien. Le modèle rend compte des réponses graduelles des sujets. Les connaissances lexicales ne sont pas des connaissances exactes, mais semblent bien être des connaissances probabilistes. Et là, il y a toute une partie de l'article que je ne discuterai pas, mais dans lequel les auteurs montrent que d'autres modèles, qui sont des modèles beaucoup plus fondés sur des règles ou bien fondés sur des modèles connexionnistes, ne parviennent pas à rendre compte des données de la même manière. Bon, c'est toujours discutable dans la mesure où l'espace des modèles est tout à fait vaste, mais disons que des modèles logiques dans lesquels on verrait cet apprentissage lexical comme l'application de règles strictes de la logique ne permettent pas de rendre compte de ce caractère graduel des apprentissages des enfants et des adultes. Alors il reste le point 5 que je voudrais discuter un peu en plus en détail, c'est-à-dire l'idée que l'apprentissage lexical est flexible et tient compte du contexte pragmatique des intentions du locuteur. Et il y a là plusieurs possibilités d'extension du modèle bayésien. D'abord, je vous avais expliqué que l'enfant est probablement sensible au caractère aléatoire de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il se rend compte de façon très fine si un échantillonnage a été mené de façon aléatoire ou pas. On avait vu ça au départ sur des urnes, on va le revoir dans le cas des mots.
Et puis, il est tout à fait possible que l'enfant développe des modèles hiérarchiques de la production verbale. C'est-à-dire que non seulement il apprenne le lien entre un mot et un objet visuel, par exemple, mais il apprenne aussi à tenir compte et à raisonner dans un cadre bayésien qui fait des inférences également sur les intentions du locuteur. Alors voyons comment ça marche dans un cas qui a été très discuté dans le domaine de l'apprentissage lexical, qui est ce qu'on appelle le principe d'exclusivité. Le principe d'exclusivité, qu'est-ce que c'est? Ça a été introduit dans une expérience de Soucarré avec Bartlett en 1978, qui est une expérience tout à fait classique, dans laquelle on regarde ce qui se passe lorsqu'un enfant, on essaye de lui faire quelque chose d'impossible, on essaye de le faire réagir à un mot qu'il ne connaît pas. Donc on montre à un enfant de 2 ans 2 plateaux, il y en a un qui est d'une couleur bleue, tout à fait banale, bleu standard, et puis un autre qui est d'un vert, olive, brillant, tout à fait inhabituel, et on dit à l'enfant: allez, ramène-moi le plateau chromé, pas le bleu, le chromé. L'enfant connaît le mot bleu, mais il ne connaît pas le mot chromé. On aurait pu choisir d'ailleurs tufa, l'idée c'est que c'est un mot nouveau. Mais il ne connaît pas le sens du mot chromé. Mais est-ce qu'il va être capable de ramener le plateau approprié? Eh bien, on voit que l'enfant ramène le plateau qui est de la couleur inhabituelle, la couleur qui n'est pas connue. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusivité, c'est-à-dire que l'enfant a l'air de tenir compte du fait que, étant donné que c'est un mot nouveau, il doit ramener un objet ou une couleur, dans ce contexte ici, qui est une couleur nouvelle. Et les enfants, effectivement, semblent s'appuyer sur ce principe pour apprendre, et donc 5 semaines plus tard, se souviennent encore que chromé réfère à cette couleur particulière. Donc il semble avoir une sorte de postulat dans l'apprentissage que chaque entité ne possède qu'un seul nom. Par entité, il faut entendre une branche de cet arbre des hypothèses. Donc il y a beaucoup de données qui suggèrent, et qui sont dues notamment au groupe de Markman, qui suggèrent qu'aux alentours de 16 mois, les enfants évitent déjà d'attribuer à la même entité des noms différents. Donc dès qu'ils entendent un mot nouveau, ils postulent que cela renvoie à un objet nouveau. Donc s'il y a 2 objets, l'un nouveau, l'autre ancien, ils vont choisir l'objet nouveau lorsqu'ils entendent un mot nouveau. Et si ils entendent un mot nouveau qui est énoncé, mais il n'y a pas d'objet nouveau devant eux comme référent, ils vont chercher activement, et ce comportement de recherche suggère qu'ils cherchent un référent qui n'est pas parmi ceux qu'ils connaissent déjà. Donc ils sont réticents à attribuer le même mot, plutôt 2 mots différents, à un même objet. Ils semblent appliquer ce principe d'exclusivité. Alors, ce comportement a été énormément discuté, il a été élevé au rang de principe linguistique. Hélène Markman propose, elle appelle ça le Mutual Exclusivity Assumption. Et Yves Clark, qui est une autre linguiste tout à fait connue, propose un principe de contraste et de conventionnalité. Bon. L'idée, c'est que, et ça a été beaucoup discuté de cette manière-là, l'apprentissage du langage serait guidé par des grands principes qui, en quelque sorte, rendrait l'apprentissage possible. Sinon, on reviendra là-dessus dans le cours prochain, il y aurait une telle pauvreté des entrées qui sont disponibles à l'enfant que l'apprentissage ne serait pas possible. Donc le cerveau humain aurait hérité de grands principes qui pourraient être particuliers peut-être à l'apprentissage du langage et qui guideraient ces apprentissages. Évidemment, on voit bien que ce type de principe pourrait guider en particulier l'apprentissage de choses qui ne sont pas des noms, par exemple, ou alors les noms de catégories, mais les noms de parties d'objets, les noms d'actions. Une fois qu'on a exclu le fait qu'un nom ancien permet de référer à la catégorie de base, on va être obligé d'aller chercher, suivant ce principe d'exclusivité, d'autres référents possibles pour les noms nouveaux qu'on entend. Le problème, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de postuler que ce principe est particulier au langage, qu'il est là pour guider les apprentissages linguistiques, que sans lui on ne pourrait pas apprendre? Est-ce qu'on est vraiment obligé de supposer que les entrées linguistiques sont aussi pauvres que peut-être Chomsky l'a postulé? Eh bien, dans le cadre bayésien, Tenenbaum et ses collègues sont amenés à réviser cette idée-là et à montrer qu'en fait, sur la base de principes bayésiens tout à fait génériques, on peut peut-être rendre compte de ce type d'apprentissage et de ce type de principes. Ce ne sont pas vraiment des principes, ce sont plutôt des conséquences d'apprentissage statistique. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Eh bien, une origine principe du principe d'exclusivité consiste à considérer l'ensemble du contexte de la production verbale et donc considérer que l'énoncé d'un mot ne dépend pas seulement de son sens et de la présence d'objets dans le monde extérieur, mais aussi de l'intention du locuteur et de sa connaissance par le locuteur de certains mots. Donc, depuis le départ, j'ai discuté simplement cette idée que les hypothèses sur les sens des mots, faible veut dire X, tufa veut dire Y, etc., sont mis en relation par l'enfant avec le fait qu'il observe un mot particulier.
Mais le bon modèle bayésien de la situation d'apprentissage des mots n'est sans doute pas seulement celui-là, c'est aussi un modèle dans lequel sont introduites des hypothèses sur les intentions du locuteur. L'enfant doit considérer que le locuteur a l'intention de nommer l'objet A ou de nommer l'objet B. Et si l'enfant est capable, comme on le suppose depuis le début de ce cours, de faire des raisonnements bayésiens inverses, donc de remonter à ces hypothèses cachées sur, par exemple, dans ce qu'apprécient les intentions de la personne, eh bien, il va être capable de créer des inférences assez sophistiquées et on voit que le principe d'exclusivité va tomber. Donc il faut absolument que dans le modèle bayésien, la probabilité d'observer un mot ne dépende pas simplement de la présence d'objets dans le monde extérieur, dans des hypothèses H, mais aussi des intentions du locuteur. Voyons comment ça marche. Imaginons qu'un un adulte, soit en présence d'un chien et dise le mot truffe. Et l'enfant connaît le mot chien et l'enfant suppose évidemment que l'adulte connaît le mot chien. Alors comment est-ce qu'on pourrait exploiter ce type de modèle bayésien hiérarchique pour faire des inférences qui conduiront au principe d'exclusivité? Eh bien, la voie de gauche du modèle, ici, va nous permettre de déduire que si l'adulte avait voulu nommer le mot chien, il aurait dit chien. Donc s'il n'a pas dit chien, c'est qu'il ne voulait pas nommer le chien. S'il ne voulait pas nommer le chien, ça veut dire que la probabilité que le mot truffe renvoie au mot chien est faible. Et ça veut dire qu'il va falloir chercher parmi les hypothèses de droite autre chose que l'hypothèse que le mot truffe réfère au chien tout entier. Et donc peut-être en l'occurrence qu'il s'agit d'une partie du chien, une catégorie de niveau supérieur, ou peut-être il faut réviser non pas la partie droite du modèle, mais la partie gauche du modèle. C'est-à-dire l'adulte est en train de jouer, il est en train de plaisanter, il s'est trompé, etc., etc. Vous voyez que le modèle bayésien va automatiquement, quelque part, inclure ce principe d'exclusivité si on est capable de suivre ce type d'arborescence. Alors, ce qui est assez frappant, c'est le parallèle entre ce modèle que je viens de vous présenter et le modèle que je vous avais présenté il y a maintenant 3 semaines sur la sensibilité des enfants au caractère aléatoire ou pas de l'échantillonnage. C'est presque exactement le même modèle. Dans le cas du modèle d'échantillonnage, je vous rappelle, l'enfant voyait, ce sont des enfants très jeunes, de 13 à 18 mois, donc juste au début de cette explosion lexicale, donc c'est tout à fait compatible avec l'idée que les compétences sont là chez l'enfant pour faire ce type de raisonnement. Vous vous souvenez que dans cette expérience de Gweon, Tenenbaum et Schulz, l'enfant voit une urne et la personne tire des objets de cette urne, mais elle ne tire que 3 objets bleus, alors qu'il y aurait beaucoup d'objets jaunes. Et ensuite, on regarde si l'enfant infère que les propriétés des objets bleus, il les généralise à des objets jaunes. Et on voit que l'enfant ne généralise pas lorsqu'il a vu que l'adulte a sélectionné spécifiquement les objets bleus. Je vous renvoie au cours précédent. On avait conclu avec Gweon, Tenenbaum et Schulz que l'enfant était capable de tirer des inférences assez sophistiquées, non seulement sur les propriétés particulières des objets, est-ce que les objets bleus font du bruit, est-ce que les objets jaunes font du bruit, mais aussi sur les intentions de la personne en question. Et on ne pouvait rendre compte des données de cette expérience qu'en supposant que la personne suivait de façon assez fine les intentions des personnes et était capable de détecter le caractère non aléatoire de l'échantillonnage ici. Eh bien, exactement de la même manière, ici, si on suit le parallèle, on peut penser que dans l'apprentissage du lexique, un enfant va être capable de suivre les intentions d'une personne et de remonter donc à ses intentions cachées sur le fait de nommer ou pas un objet particulier. Alors cette idée que le principe d'exclusivité n'est pas un principe gravé dans le marbre, mais est en fait le résultat d'une inférence statistique tout à fait standard et générique, eh bien, il existe un certain nombre de données qui vont dans ce sens. Et je voudrais vous présenter 2 diapositives là-dessus. La première, c'est une expérience tout à fait intelligente de Janet Werker, grande spécialiste de l'apprentissage du langage, qui réfléchit à ce qui devrait se passer chez des enfants multilingues. Alors évidemment, chez les enfants multilingues, le principe d'exclusivité est violé, parce que le même objet peut avoir des noms différents. Et c'est tout à fait pragmatiquement pertinent que le même objet puisse avoir des noms différents dans la langue 1, dans la langue 2, dans la langue 3. Donc, idée très simple de Janet Werker, si le principe d'exclusivité est un principe rigide, les enfants monolingues, bilingues, trilingues doivent se comporter de la même manière, mais si le principe d'exclusivité est un principe inféré statistiquement, eh bien, les enfants multilingues doivent se comporter différemment. Donc elle teste cela avec une situation très simple, ça nous permet de voir au passage comment ces choses sont testées. Elle présente 2 objets sur un écran d'ordinateur, par exemple la voiture et la balle.
On a maintenant chez l'enfant des systèmes de suivi des mouvements oculaires qui sont extrêmement pratiques à utiliser, qui permettent de quantifier très finement où est-ce que l'enfant va regarder. Et on regarde, donc on suit le regard de l'enfant alors que l'enfant entend « look at the car » ou « look at the ball ». Et on va regarder si l'enfant regarde du bon côté, regarde le bon objet. La situation clé, c'est celle d'en bas, où il y a deux objets à nouveau sur l'écran. L'un est une chaussure dont le nom est connu ou supposé connu par l'enfant, et l'autre est un drôle d'objet. Il se trouve que c'est un phototube, et on dit à l'enfant « look at the phototube ». C'est un peu la même chose que tout à l'heure, ce qu'on disait, hein, regardez le plateau chromé. Voilà. C'est un mot qui est supposé, non connu de l'enfant. Alors, est-ce que l'enfant va regarder, utilisant le principe d'exclusivité, va déduire que ça n'est pas la chaussure qu'il connaît, mais donc ça doit être l'objet qu'il ne connaît pas? Eh bien, les résultats sont assez intéressants. Donc ici, vous avez la préférence pour le bon objet. Hein, donc tout ce qui est au-dessus de 0 montre que l'enfant regarde du bon côté. Et donc, dans la partie de gauche, c'est les objets familiers, voiture et balle, et on voit que tous les enfants monolingues, bilingues, trilingues regardent du bon côté. Donc, la méthode marche. Hein. On est capable de mesurer le regard de l'enfant vers le bon objet. Maintenant, vous voyez à droite la partie qui concerne l'étiquette nouvelle, le phototube, le tube photoélectrique, et vous voyez que les enfants monolingues utilisent le principe d'exclusivité et donc parviennent à orienter le regard vers le bon côté, celui qui correspond à l'objet nouveau, mais les enfants bilingues et encore moins les enfants trilingues eh bien, ne suivent pas ce principe d'exclusivité. Le principe d'exclusivité est modulé par le fait d'avoir été exposé à des langues multiples et donc la pertinence du principe d'exclusivité n'est plus la même. Bon, on pourrait toujours dire qu'il y a un principe, mais on est capable de moduler son expression en fonction du contexte, hein, mais le modèle bayésien va rendre compte de ces données de façon assez naturelle, en supposant qu'en soi, c'est une inférence, et que si on a affaire à des personnes multilingues, eh bien l'inférence qu'on faisait tout à l'heure, je reviens sur cette diapositive, qui est que si l'adulte avait voulu nommer le chien, il aurait probablement dit le mot chien, cette inférence-là n'est plus juste dans un contexte multilingue. Et alors, le principe d'exclusivité, quelque part, se réduit peut-être à des inférences, et ça va bien également avec des données supplémentaires dont je voulais vous parler, qui sont assez amusantes, qui montrent que l'apprentissage du lexique peut exister chez l'animal. Il existe une série d'articles, et en particulier celui qui est très connu, celui de Kaminski en 2004, qui montre que l'apprentissage des mots peut exister, par exemple, chez le chien domestique. Et on connaît des chiens, de façon anecdotique au départ, qui semblent avoir un vocabulaire de plusieurs centaines de mots. C'est-à-dire qu'on peut leur demander un objet particulier, va chercher la poupée, et ils vont aller chercher l'objet correspondant. Kaminski, Cole et Fisher s'appuient sur ces observations anecdotiques, mais dans cet article de Science, évidemment, ils se disent bon, comment on va pouvoir tester cette capacité d'apprentissage des mots? Et en particulier, est-ce que le principe d'exclusivité existe déjà dans ces espèces qui ne sont pas humaines? Alors, ils étudient un chien particulier qui s'appelle Rico, qui, par le passé, avec sa maîtresse, a appris plus de 200 mots, mais ils vont lui apprendre des mots nouveaux. Et comment est-ce qu'on teste alors si l'animal connaît vraiment les mots? Il y a évidemment un problème fondamental ici, qui est celui du problème de Clever Hans, c'est-à-dire qu'on n'est jamais très sûr que ce soit vraiment l'énoncé du mot lui-même, ou peut-être d'autres indices subtil du comportement de la personne, peut-être son regard, peut-être son attitude générale, qui donne des indications à l'animal. Alors pour faire un test tout à fait propre de la connaissance des mots chez ce chien, eh bien, il propose une situation dans laquelle les objets vont être placés dans une pièce, la personne, la maîtresse, va être dans une autre pièce, elle va donner des ordres au chien, mais elle ne va absolument pas voir ni être en contact avec ce que fait le chien. Et donc, quelque part, on va entendre dans une seconde, hein, on entend la personne donner des ordres au chien dans la pièce d'à côté, et le chien va se déplacer, aller chercher l'objet approprié. Alors, vous allez voir dans une seconde ce que ça donne. Vous allez entendre 3 mots, hein, et on va voir ce que le chien est capable de faire sur la base d'un échantillon d'objets qu'il a devant lui. Le point clé, c'est non seulement est-ce que le chien est capable d'aller chercher l'objet correspondant, ce qui montrerait que ça n'est pas juste un effet Clever Hans, un effet d'indice de la base de la part de la propriétaire de ce chien, hein, mais aussi qu'est-ce qui va se passer avec les objets nouveaux.
Est-ce que le chien qui entend un nom complètement nouveau, qu'il n'a jamais entendu auparavant, va être capable de choisir le bon objet? Alors, je vais vous présenter cette vidéo qui accompagne la publication originelle de Science. Alors, voilà, dans la pièce d'à côté, il y a toute une série d'objets. Tous ces objets sont connus du chien, sauf la poupée blanche ici. Et en particulier, il faut faire attention à cet objet-là, qui est le T-Rex, qui est un tyrannosaure rex. Le chien a pris ça sous le nom de T-Rex. Et puis, il a appris ici le nom de Père Noël en allemand pour cet objet-là. Alors, on va voir successivement ce que fait le chien. Vous voyez que là, on lui a demandé, je ne sais pas si on peut avoir le son, mais je crois qu'on n'entend pas très bien de toute façon. Merci. Donc là, on lui demande le T-Rex. Vous voyez qu'il est très attiré par l'objet nouveau, hein, mais on lui demande le T-Rex. Alors, il cherche, il réfléchit. Je crois qu'il est parti. Je pense qu'il est parti avec là, mais je m'excuse, je n'avais pas. Si on rembobine la vidéo. Voilà. Alors, on va voir la suite. Maintenant, on lui demande le petit Père Noël rouge. Voilà, il est. Ah, voilà, j'avais anticipé, excusez-moi. Il lui a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce qu'on lui demande là, mais il est parti avec le T-Rex. Maintenant, on va lui demander le Père Noël rouge. Et ces deux objets-là sont des objets déjà connus, hein, sont des objets qui font partie de son vocabulaire normal. Donc, quelque part, bon, ça valide le fait qu'il connaît ces mots. Maintenant, il vient le test crucial. On lui demande un mot complètement nouveau qu'il ne connaît pas. Et voilà, immédiatement, il va aller se saisir, j'espère. Voilà. On n'entend pas très bien les ordres. Je pense qu'on n'était pas tout à fait synchrone vis-à-vis des ordres de la personne. Donc, vous avez compris, hein. Je crois que le micro ne fonctionne plus, merci. C'est un comportement statistique de la part de l'animal, ce n'est pas un comportement parfait, mais il semble bien que l'animal comprenne d'une part quel est le référent de certains mots, qui réfère à des objets connus, et d'autre part utilise ce principe d'exclusion ou d'exclusivité. Hein, les auteurs testent ensuite si ce principe d'exclusivité a suffi à apprendre le sens du mot. Donc, il y a eu une seule instance d'un mot nouveau qui a été associé à un objet nouveau que l'animal a rapporté, comme on l'a vu ici. Plusieurs semaines plus tard, lorsqu'on teste avec 9 objets, donc 4 sont nouveaux, il y a celui qu'on vient de voir, le lapin blanc, et puis 4 sont anciens, eh bien, le chien va relativement souvent, ce n'est pas parfait, hein, mais va se souvenir du sens donc de la référence de ce mot particulier nouveau qu'il a appris. Donc, ce principe d'exclusivité semble être utilisé même par des espèces animales non humaines. Et si tel est le cas, évidemment, on peut penser que ça n'a rien à voir avec l'apprentissage du langage en particulier. C'est un principe beaucoup plus générique. Alors, je ne sais pas si l'on peut conclure de ce type d'expérience que ce type d'animaux, qui sont des animaux domestiques, ça peut être une situation tout à fait particulière, hein, font des inférences sur les intentions du locuteur. Et il y a quand même des interprétations plus simples qui peuvent être proposées également, et une interprétation plus simple, c'est que ce principe de nouveauté peut être découvert de façon statistique lui-même. C'est-à-dire sans être nécessairement, et là encore je reviens en arrière à ma diapositive, sans être nécessairement capable de tirer toutes les inférences d'un modèle des intentions des locuteurs, tel que peut-être le fait le jeune enfant, le chien est peut-être capable tout simplement de se rendre compte qu'un mot nouveau correspond à un objet nouveau. Autrement dit que la nouveauté, qui est quelque chose de tout à fait facile à calculer, et calculé par de très nombreuses espèces animales, hein, la nouveauté elle-même est un indice sur la référence de ce qui est prononcé par la maîtresse à un moment donné. Donc, on voit ici l'irruption est tout à fait possible dans un cadre bayésien de sortes de super principes d'apprentissage, des règles d'apprentissage de niveau supérieur qui contraignent l'ensemble des apprentissages de niveau inférieur, mais qui n'ont rien de particulier au domaine du langage, qui sont des situations tout à fait standards dans le domaine de l'apprentissage bayésien. Alors justement, cette notion d'apprentissage hiérarchique nous conduit aussi à d'autres contraintes sur le lexique. Et nous commençons à voir que cet apprentissage du lexique mental, qui paraissait tellement mystérieux, en fait est énormément contraint de toutes parts par des règles qui peuvent être inférées par l'enfant. Alors l'une de ces règles, c'est le biais pour l'apprentissage des noms, le biais pour la forme, pardon, dans l'apprentissage des noms. Voilà un certain nombre de marteaux.
Vous voyez qu'ils partagent tous évidemment une certaine forme, ils partagent tous une forme qui est adaptée à la fonction, mais ils ont par ailleurs une très grande variabilité dans les détails de la taille et de la couleur des objets. Voilà un certain nombre de chiens, et bien entendu, la catégorie chien est extraordinairement variable dans les détails de la forme et de la couleur. Alors, de manière assez générique, pas parfaite évidemment, mais de manière assez générique, il est vrai que les noms des objets que nous apprenons réfèrent à la forme abstraite, mais pas aux détails de la couleur ou de la taille des objets. Évidemment, dans certaines limites, et dans certaines limites qui sont là encore statistiques et probabilistes. Il est clair que lorsque j'apprends le mot rose, une rose, j'apprends quelque chose de particulier sur la couleur. Mais même dans ce domaine, vous voyez qu'on a une tolérance et qu'on va accepter d'appeler une rose quelque chose qui n'est pas de couleur rose. Donc il y a une sorte de principe statistique général qui est qu'en général, les noms d'objets ont tendance à faire abstraction des détails de couleur et de forme. Alors est-ce que les enfants sont capables de tenir compte de ce principe ? Eh bien, je reprends ici, là encore, quelques diapositives que je vous avais présentées l'an dernier, qui montrent que oui, dans une recherche de Linda Smith, il semble que les enfants soient capables de faire abstraction très vite de ce principe. Regardons cette expérience qui est toujours dans cette période donc, de l'explosion lexicale, entre 17 et 19 mois. On va apprendre aux enfants des mots nouveaux, mais on va leur apprendre un certain nombre d'instances qui leur permettent d'abstraire ce principe général. Alors, voilà comment ça se passe. On apprend aux enfants 4 mots, et chaque mot est associé à 2 objets particuliers. Donc le mot whiff, par exemple, on va commencer par présenter à l'enfant cet objet-là. On va lui dire, oh, regarde, ça c'est un whiff, c'est un magnifique whiff. Et puis ça aussi, c'est un whiff. Et qu'ils n'ont pas exactement la même taille et ils n'ont pas la même texture. Ça c'est un zup et ça c'est un zup. Ici, voilà un dax et voilà un autre dax. La texture change complètement, mais la forme globale de l'objet est la même. Et voici un lug. Après cet apprentissage, l'enfant peut évidemment apprendre le sens de ces mots particuliers, mais on va tester également quelle est sa connaissance des principes abstraits. Alors, comment le tester ? Premier test qui est proposé à l'enfant, on lui présente un mot qu'il a déjà entendu, le mot lug ici, on lui présente une nouvelle instance, donc il a un 3e support pour l'apprentissage, et maintenant on lui présente 3 objets possibles, et on lui dit, regarde, il y a un lug là, vas-y, ramène-moi le lug, montre-moi le lug. Et évidemment, vous voyez qu'un distracteur n'a rien à voir, un distracteur a la même forme, mais pas du tout la même texture, et un autre distracteur a la même texture, mais pas du tout la même forme. Qu'est-ce que l'enfant va choisir ? Eh bien, 88% du temps, ce qui est tout à fait considérable par rapport au niveau du hasard qui serait 33%, l'enfant va choisir l'objet qui a la même forme et faire totalement abstraction de la texture particulière. Le vrai test, il est ici. Le vrai test, c'est avec un mot complètement nouveau, pour lequel on a une instance unique. Donc voilà un mot vite, ici, avec un objet complètement particulier. Et puis à nouveau, un distracteur qui n'a rien à voir, un distracteur qui a la même forme mais pas la même texture, un distracteur qui a la même texture mais pas la même forme. Qu'est-ce que l'enfant va choisir ? Eh bien, 70% de réussite dans le choix de l'objet qui a la même forme indépendamment de la texture particulière. Donc l'enfant a l'air de se servir d'un principe qu'il a pu abstraire de l'exposition préalable. Et une des choses qui est tout à fait particulière dans cette situation, c'est que les enfants qui ont été exposés à cette situation de laboratoire semblent ensuite apprendre plus vite les noms. Là, je trouve que c'est tout à fait frappant, parce que ça suggère que quelques minutes d'interaction dans le laboratoire peuvent avoir changé la trajectoire développementale de l'apprentissage lexical des enfants. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est la découverte, c'est que donc, si on fait les mesures d'inventaire lexical à 17 mois et à 19 mois chez les enfants, donc quels sont les mots qu'ils connaissent, les mots normaux de la langue qu'ils connaissent, et on voit bien entendu que le nombre de mots connus progresse, mais dans le groupe qui a été entraîné par rapport au groupe contrôle, eh bien, les performances sur l'apprentissage des noms d'objets dans la langue naturelle ont été bien supérieures. Il y a une accélération de l'apprentissage des noms d'objets, alors que ce n'est pas le cas pour les autres sortes de mots comme les verbes, les adjectifs, etc. Donc il semble bien ici qu'il y a un principe général qui a pu être dégagé par l'enfant, qui n'est pas parfait, qui ne marche pas pour tous les mots, mais qui marche suffisamment bien pour avoir accéléré l'apprentissage lexical. Bon, si ces recherches sont vraies, elles sont extrêmement importantes à plusieurs points de vue. D'abord, elles montrent, et ça c'est un thème général de ce cours, que l'enfant est capable d'aller très vite à l'abstraction, que même à cet âge-là, première année de vie, deuxième année de vie, il extrait des inférences très abstraites sur l'existence de principes généraux.
Et deuxièmement, il montre bien que ces grands principes peuvent guider l'apprentissage et que peut-être donc il peut y avoir un impact pratique aussi de ces recherches. Lorsqu'on présente des imagiers à l'enfant, lorsqu'on cherche à enrichir le vocabulaire de l'enfant, eh bien, il y a peut-être là des principes tout à fait élémentaires de diversification des entrées de l'enfant qui lui permettent non seulement d'apprendre le sens de certains mots précis, ce qui est utile, le mot rhinocéros, le mot girafe, etc., mais aussi, et peut-être principalement, à apprendre des sortes de super principes qui vont guider tous les autres apprentissages. Et quelque part aussi à huiler cette machinerie statistique qui fonctionne remarquablement bien déjà. Donc je pense qu'on ne réfléchit peut-être pas assez aux formes de généralisation que l'enfant est capable de mener dès cet âge-là et qui vont avoir un impact en cascade sur toute une série d'autres apprentissages. Ici, on a un bel exemple de ce type de généralisation. Donc, je clôt ici le chapitre sur l'apprentissage du lexique en soulignant qu'il faut vraiment tenir compte de toute cette hiérarchie de principes et ne pas du tout penser que l'apprentissage du lexique, c'est simplement la mise en relation de concepts préexistants avec des mots préexistants, mais c'est un travail de recherche sur un arbre d'hypothèses contraint lui-même par une hiérarchie d'inférences statistiques. Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots pour terminer sur le lexique à l'âge adulte. Le lexique à l'âge adulte, pourquoi? Parce qu'on a vu apparaître récemment toute une série d'articles qui font tomber, je dirais, ce domaine de la reconnaissance des mots dans l'escarcelle des modèles bayésiens. Et là encore, je trouve très intéressant qu'un cadre théorique général, le cadre bayésien, permette de rendre compte de tout cet espace. Alors je vais sauter cette diapo parce que je vois que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc le lecteur bayésien, c'est le titre de l'article que Dennis Norris nous propose en 2006 et suivi ensuite de toute une série d'articles par le même auteur qui a en quelque sorte découvert et mis en valeur à côté d'autres, mais peut-être mieux que les autres, le potentiel des modèles bayésiens dans le domaine de la reconnaissance du lexique. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous entendons un mot? Eh bien, Dennis Norris nous propose de faire ce qu'on appelle une analyse rationnelle, c'est-à-dire d'essayer de poser les principes de ce qu'on devrait faire si on est un observateur idéal, optimal, lorsqu'on entend un mot particulier dans un contexte qui est toujours évidemment bruité. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse rationnelle du comportement, qui est un grand domaine maintenant des sciences cognitives, c'est-à-dire d'essayer de formuler des modèles optimaux, des modèles génériques de ce que devrait être le comportement. Donc une analyse qu'on peut appeler computationnelle, au sens de David Marr, qui ne s'intéresse pas à l'implémentation particulière des opérations cognitives, mais juste aux principes mathématiques qui devraient les guider. Alors comment se pose le problème? Eh bien, les entrées sensorielles, lorsqu'on entend un mot, sont nécessairement ambiguës. Elles ne sont pas parfaites, ne sont pas dépourvues de bruit, il y a toujours de l'ambiguïté. La solution bayésienne est donc la solution optimale. Il s'agit de calculer la probabilité que tel ou tel mot ait été à l'origine des entrées sensorielles que nous avons observées. Je vous renvoie au cours de l'année précédente pour cette approche dans le domaine de la perception visuelle, mais ici on va en parler dans le domaine du lexique. Donc il s'agit de calculer la probabilité qu'un mot ait été observé étant donné les entrées, et par inversion bayésienne, on va donc calculer la probabilité que les entrées aient été observées s'il s'agissait de tel mot, multipliée bien entendu par la probabilité a priori d'avoir observé tel ou tel mot. Alors, le point important, c'est que les mots sont représentés dans un très vaste espace multidimensionnel. Ça, c'est un autre principe général maintenant en sciences cognitives. Donc, il faut imaginer l'espace, par exemple, de tous les bigrammes possibles, de toutes les paires de lettres possibles. Ça représente un espace de représentation possible des mots écrits. Et le modèle va accumuler l'évidence au fil du temps, issue des échantillons sensoriels qu'il reçoit, en faveur de tel ou tel mot possible. Donc, il va considérer en parallèle toutes les hypothèses possibles sur les mots que l'on peut avoir entendus, et les entrées sensorielles vont contraindre le modèle à converger vers le mot qui est le plus plausible étant donné les entrées. Dennis Norris nous propose une simulation particulière de cette chose-là, et c'est assez complexe, les modèles bayésiens, dès qu'il s'agit de les implémenter, et en particulier la vraisemblance, c'est-à-dire la fonction qui définit la probabilité d'avoir telle entrée sensorielle étant donné que le mot serait le mot chat, c'est une fonction assez complexe. Alors ici, Dennis Norris simplifie le problème en supposant qu'on est dans un espace très multidimensionnel qui est représenté juste ici par un axe horizontal. Donc les mots occupent des positions sur cet espace et il suppose que chaque mot a une espèce de distribution gaussienne autour de cette position centrale, donc qui définit la probabilité qu'on observe des échantillons qui s'écartent un petit peu de ce prototype du mot. Et il va simuler l'accès au lexique en supposant qu'un de ces mots est sélectionné, ou peut-être un pseudomot, c'est-à-dire quelque chose qui serait entre les mots,
qui ne serait pas un mot possible dans le lexique, mais qui serait donc un non-mot, un pseudo-mot, et que les entrées vont s'accumuler autour de ce point qui a été choisi comme entrée. Donc il va y avoir une certaine distribution statistique des entrées, et en fonction du niveau de bruit auditif ou visuel, par exemple, eh bien, les entrées vont être plus ou moins dispersées autour de la position du mot qui est donné en entrée. Alors on voit immédiatement que ce modèle va recevoir donc des votes qui vont être principalement en faveur du mot qui est réellement présenté, mais en fonction de la dispersion des entrées, vont également en quelque sorte s'étaler aux mots voisins. Les mots voisins vont être des candidats possibles pour la reconnaissance lexicale, et pendant un certain temps, en fonction du degré de bruit des entrées, le modèle va hésiter entre plusieurs candidats possibles pour le mot qui est entendu. Eh bien, cette hésitation et cette accumulation d'évidences statistiques en faveur du mot le plus plausible va rendre compte d'un grand nombre d'effets, ou peut-être de tous les effets qui ont été décrits jusqu'à présent dans le domaine de l'accès au lexique. Et c'est une littérature tout à fait vaste, la littérature sur l'accès au lexique mental en psycholinguistique. Je ne vais pas rentrer dans un immense détail, mais commençons par quelque chose d'extraordinairement simple, c'est ce qu'on appelle l'effet de fréquence. L'effet de fréquence, c'est quelque chose d'extraordinairement simple, c'est que si vous prenez des mots dans le lexique, dans le dictionnaire, certains sont très très fréquents, le mot « le » peut-être en français, et puis d'autres sont extraordinairement rares, le mot « ornithorynque ». Vous avez tout un continuum de fréquences possibles, et on sait depuis très longtemps que la fréquence des mots détermine de façon absolument massive la vitesse avec laquelle une personne va être capable de répondre à un mot donné. Vous voyez ici des données issues de 3 grands jeux de données différents. Je vois que je n'ai pas mis les étiquettes, mais il me semble que c'est en anglais, en français et en hollandais. La vitesse avec laquelle une personne est capable de dire si un objet, si une chaîne de caractères devant elle est un mot ou n'est pas un mot. Donc, ce qu'on appelle la décision lexicale. Vous voyez que là, ici, il s'agit des mots, avec la vitesse avec laquelle on décide que c'est un mot est une fonction très caractéristique du log de la fréquence. Et c'est le log de la fréquence qui compte, ce qui veut dire qu'il y a un espace de fréquence possible extraordinairement vaste. Vous voyez plusieurs échelles de grandeur ici, c'est de l'ordre de 5 échelles de grandeur pour cette courbe. Bon, la partie droite de la courbe est peut-être un peu moins bien estimée parce que ce sont des mots extraordinairement rares. Vous voyez que sur toute une partie de cette courbe, on a une relation linéaire entre la vitesse de décision lexicale et le log de la fréquence. J'en profite pour dire que ce sont des données qui sont maintenant disponibles et qui sont tout à fait exhaustives en psycholinguistique, qui font partie des projets de lexique massif qui ont été lancés par Balota et ses collaborateurs, qui existent maintenant en français aussi. On a des données sur des dizaines de milliers de mots du français avec des milliers de personnes qui ont fourni des temps de réaction pour la décision lexicale et également pour la dénomination des mots. Et donc, ces données sont disponibles pour quiconque souhaite les analyser et développer des modèles du lexique mental ou développer également des applications informatiques. Donc, ce sont des bases de données qui sont extrêmement intéressantes. Et on voit à quel point cette régularité est réplicable dans des langues très différentes. Alors, pourquoi le log de la fréquence ? En fait, l'histoire du log de la fréquence, évidemment, est connue de façon très ancienne et a été introduite dans de nombreux modèles connexionnistes ou des modèles logiques de l'accès au lexique. Mais la plupart de ces modèles se contentaient de stipuler que cet effet existe. Par exemple, dans les modèles connexionnistes, on allait dire le seuil de déclenchement d'une unité était fonction du log de la fréquence. Mais on n'expliquait pas pourquoi cet effet-là allait émerger dans un modèle. D'autres modèles supposaient que c'était un effet d'apprentissage, c'est-à-dire que, évidemment, les mots qui reviennent fréquemment sont mieux appris, les mots qui reviennent rarement sont moins bien appris. Mais ça pose énormément de problèmes. D'abord, pourquoi un logarithme ? Pourquoi les mots plus fréquents n'écrasent pas les mots rares ? En fait, dans les modèles connexionnistes, ça a été un problème absolument majeur, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelait la catastrophe d'apprentissage, c'est que des mots qui sont présentés 10 puissance moins 5 fois plus rarement que les autres ne sont jamais appris. Le modèle connexionniste n'est pas capable d'apprendre des mots qui ont une telle rareté, alors qu'il est présenté de façon beaucoup plus massive, il reçoit des mots infiniment plus fréquents que les autres. Et puis, il y a un problème tout à fait simple si on attribue cet effet à l'apprentissage, qui est de penser qu'on devrait avoir une asymptote. Chez l'adulte, tous ces mots sont des mots familiers, au moins tous ceux de la partie gauche de la courbe ici, tous des mots familiers. Pourquoi est-ce qu'il reste un effet de fréquence ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalement convergé et appris tous ces mots avec la même capacité ? Alors, cet effet de fréquence est donc en quelque sorte un mystère encore non résolu. Maintenant, je pense que vous êtes familier avec les modèles bayésiens, vous voyez vous-même immédiatement que ça en découle directement. En fait, il s'agit d'un effet de l'a priori.
Bon, je vais aller très vite parce que le temps passe, hein, mais donc, si on cherche la probabilité que l'entrée X corresponde à un mot particulier W, il faut calculer, donc, il faut appliquer la règle bayésienne classique, donc tenir compte de la vraisemblance, mais aussi de la probabilité a priori de chacun des mots. Et en l'absence de toute autre connaissance, c'est la fréquence de base du mot. C'est-à-dire, si je ne sais pas très bien ce que j'entends, je dois faire l'hypothèse en bon bayésien que c'est la fréquence de base qui compte. Et si je dispose de plusieurs échantillons indépendants, je vais accumuler les données, donc je vais essayer de calculer la fréquence, plutôt la plausibilité que ce soit tel mot W, étant donné tous les échantillons que je reçois successivement, mais je vais devoir tenir compte de la probabilité a priori et puis multiplier ensuite par les plausibilités successives. En passant au logarithme, j'avais déjà discuté de cette accumulation d'évidence, si on passe au logarithme, on arrive à une marche aléatoire, c'est-à-dire que chaque échantillon sensoriel fournit un pas supplémentaire dans une séquence, dans une sommation, qui part du log de la probabilité a priori des mots. Et donc il faut imaginer dans le cerveau autant de marches aléatoires qu'il y a de mots possibles dans le lexique. Le cerveau considère en parallèle tous les mots possibles correspondant à une entrée sensorielle, mais le pas d'où il part est fonction du log de la probabilité, donc du log de la fréquence de ce mot dans le lexique de la personne. On peut de façon équivalente dire aussi que le seuil d'arrivée n'est pas le même, que les mots fréquents ont un seuil plus bas. Ça revient exactement au même que de dire que le point de départ n'est pas le même. Vous voyez que c'est une conséquence logique, normale, des équations bayésiennes. Et donc, pour aller vite, Denis Norris, en 2006, simule son modèle avec d'autres détails, hein, montre tout à fait clairement que le temps de réaction dans son modèle est fonction du log de la fréquence des mots. C'est normal, c'est dans les équations bayésiennes. Il y a une étape intéressante, c'est qu'exactement au même moment, en 2006, Roger Radcliffe, qui est un grand spécialiste de ces modèles de diffusion, donc de marche aléatoire dans la prise de décision et dans le temps de réaction, montre que la diffusion est effectivement un excellent modèle du temps de réaction dans ce qu'on appelle la décision lexicale, c'est-à-dire le fait de décider si un objet est un mot ou n'est pas un mot. Et en particulier, il montre, au-delà de ce qu'avait montré Norris, qui regarde juste la moyenne des temps de réaction, ici, Radcliffe montre que la distribution des temps de réaction, c'est-à-dire leur caractère aléatoire, hein, peut aussi être rendu compte par ce modèle de diffusion et de marche aléatoire. C'est tout à fait frappant que lorsque vous recevez un mot, même très connu, hein, lapin, votre temps de réaction pour dire si c'est un mot ou pas n'est pas constant. Il est extraordinairement variable. Il y a une distribution statistique, donc ici on voit les quartiles de la distribution. La moyenne est peut-être aux alentours de 500 millisecondes ici, ou la médiane, mais la distribution est extraordinairement vaste. De temps en temps, vous allez mettre 800 millisecondes, de temps en temps, vous allez mettre 450. Pourquoi cette variabilité ? Eh bien, le modèle bayésien en rend compte directement en supposant qu'il y a cette marche aléatoire, donc il y a un caractère inéluctablement aléatoire dans ce type de prise de décision. Alors on voit que Radcliffe avait réussi à rendre compte de la forme de l'effet de fréquence, et on voit en particulier que les mots de basse fréquence non seulement ont une moyenne plus élevée de temps de réaction, mais aussi une distribution de formes différentes avec une dispersion plus grande, et la forme tout à fait précise de cette distribution, qui n'est pas une gaussienne, hein, qui a une queue particulièrement longue ici pour les longs temps de réaction, eh bien cette forme, on en rend très bien compte par ces modèles de diffusion. Et la boucle est bouclée lorsque Denis Norris reprend ces simulations et montre que les paramètres qu'il faut injecter dans la simulation ne sont pas du tout aléatoires, mais sont ceux qui sont dérivés des paramètres du lexique mental. Pardon. Alors, simulation de la décision lexicale. Je rentre là encore peut-être pas totalement dans le détail, mais on voit que comment est-ce qu'on va faire pour simuler une tâche particulière. Par exemple, la personne doit appuyer sur le bouton de gauche pour dire c'est un mot et sur le bouton de droite pour dire ça n'est pas un mot. Eh bien, le modèle bayésien nous dit exactement comment faire. Il faut calculer la probabilité que la réponse gauche soit correcte étant donné les entrées. On n'a pas besoin de calculer la probabilité qu'un mot particulier soit reconnu. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que la tâche de décision lexicale, contrairement à ce qu'on pensait pendant de nombreuses années, ne demande pas nécessairement de savoir de quel mot il s'agit. Elle demande simplement de savoir s'il y a de bonnes chances que ce soit un mot ou pas. Et donc, ça n'est pas la même tâche que d'identifier le mot, ou de répéter le mot, ou de nommer un mot particulier. C'est une tâche particulière et on peut rendre compte donc de la vitesse avec laquelle les personnes prennent leurs décisions en modélisant correctement la probabilité que la réponse mot soit la bonne étant donné les entrées. Alors il faut aussi tenir compte du fait que la réponse non mot soit la bonne étant donné les entrées, ce qui suppose un modèle interne des pseudomots.
Là, il y a tout un travail qui est réalisé par Denis Norris. Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail parce que vraiment ça concerne les spécialistes, mais il faut penser que suivant les non-mots qui sont choisis dans l'expérience, la plausibilité des entrées, étant donné l'hypothèse que c'est un non-mot qu'on a sous les yeux, n'est pas la même. Et donc ça va changer radicalement la tâche. Et on arrive à rendre compte de cette manière-là de toute une littérature psycholinguistique qui montre que la tâche de décision lexicale varie dans ses caractéristiques suivant la nature des pseudomots que l'on a choisi d'injecter dans l'expérience. Il n'y a pas que les mots qui comptent, il y a aussi les pseudomots. Et puis, je voudrais terminer en mentionnant un effet tout à fait classique qui s'appelle l'effet de voisinage, qui est un effet mystérieux et qui n'a pas été bien compris jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle voisin orthographique? Ce sont des mots qui ne diffèrent que d'une lettre. Par exemple, le mot chat et le mot char. Alors, il a été remarqué depuis bien longtemps que les confusions qui sont faites lorsqu'on entend ou qu'on lit un mot ont tendance à être des voisins. Et il y a des mots qui n'ont pas de voisins. Par exemple, le mot froid n'a pas de voisins. Et le nombre de voisins va avoir une influence considérable sur la décision lexicale. Alors, ce qui est curieux, et qui avait été noté depuis longtemps, c'est que cet effet de voisinage varie suivant la tâche. Si vous êtes en train d'identifier un mot, donc par exemple, vous devez répéter ou nommer un mot qui est écrit, eh bien, la décision se ralentit à mesure qu'un mot a beaucoup de voisins. Donc, plus un mot a de voisins, plus la décision est ralentie. C'est ce qu'on appelle un effet inhibiteur, et on peut le montrer même dans des tâches écologiques comme la lecture naturelle. Par contre, dans la tâche de décision lexicale, et là, la confusion a commencé, l'effet du nombre de voisins n'est pas le même suivant qu'on a affaire à un mot ou à un pseudomot. Pour les mots, typiquement, la décision s'accélère lorsqu'un mot a beaucoup de voisins. Vous voyez que là, on commence à rentrer dans une sorte de confusion étrange. Pourquoi est-ce que la capacité de nommer le mot se ralentit avec le nombre de voisins, alors que la capacité de décider si c'est un mot ou pas s'accélère avec le nombre de voisins? Et puis, encore plus compliqué, pour les non-mots, c'est l'inverse. Pour les non-mots, si on compte le nombre de voisins qui sont des mots pour un pseudomot donné, eh bien la décision se ralentit lorsque n croît. Et puis encore plus compliqué, des gens comme Johnson et Pugh, par exemple, ont trouvé que ça dépendait du choix des pseudomots. Si on choisit des non-mots qui sont non prononçables, ce n'est pas la même chose que si on choisit des non-mots qui sont prononçables, etc., etc. Donc très grande confusion, je crois que c'est honnête de le dire, dans la littérature sur l'origine de ces changements des effets de voisinage des mots suivant la tâche et suivant la nature exacte de l'expérience. Eh bien, tous ces effets tombent dans l'escarcelle naturelle du modèle bayésien. Et je vais terminer là-dessus, mais c'est assez facile à comprendre. Je vais juste essayer de booster en quelque sorte votre intuition de ce domaine. Imaginez un espace lexical dans lequel tous les points ici, donc dans ce très vaste espace qui pourrait être en coordonnées hyper multidimensionnelles, qui seraient tous les bigrammes possibles des mots, par exemple, et chacun de ces points est un mot, les coordonnées d'un mot. Un endroit où le nombre de voisins est grand, c'est un endroit dans lequel donc, il y a beaucoup de mots qui occupent des positions proches, à quelques lettres près, n'est-ce pas? Donc voilà un endroit de haut voisinage, et voilà un endroit de bas voisinage des mots. Alors maintenant, imaginez que la tâche soit de nommer un mot particulier. Donc les entrées tombent ici, et vous devez nommer si c'est ce mot-là, ou si c'est ce mot-là, ou si c'est ce mot-là. Il est tout à fait évident que l'effet de voisinage va être inhibiteur ici. C'est-à-dire que plus il y a des voisins, plus ça va être difficile de choisir de quel mot il s'agit pour le nommer. Par contre, pour l'effet de décision lexicale, c'est exactement l'inverse. Pour l'effet de décision lexicale, s'il s'agit juste de dire est-ce que l'entrée que je reçois est un mot ou pas, eh bien, si l'entrée tombe dans ce voisinage-là, la probabilité que ce soit un mot est immédiatement élevée, puisqu'il y a beaucoup de mots dans le voisinage. Je n'ai pas besoin de savoir de quel mot il s'agit particulier, j'ai juste besoin de calculer la probabilité que ce soit un mot. Immédiatement, ma décision va être augmentée. Et inversement, si les entrées tombent dans ce genre de voisinage-là, la probabilité que ce soit un mot est plus diminuée. Alors, on voit immédiatement aussi que ça va dépendre du modèle des pseudomots. Si je sais que tous les pseudomots qui peuvent apparaître dans l'expérience sont toutes ces positions intermédiaires qui ne sont pas des mots, donc ce sont des choses qui ressemblent à des mots, donc si les pseudomots vont ressembler aux mots, eh bien je vois que ces effets vont apparaître de façon majeure. Par contre, si les pseudomots occupent des positions complètement différentes dans l'espace, peut-être ce sont des chaînes de consonnes non prononçables, eh bien ces effets vont être radicalement modifiés et on peut prédire de quelle manière exactement ils vont être modifiés. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de voir que le système de décision de l'adulte humain tient compte de ce genre de statistiques. Lorsque nous faisons quelque chose d'aussi simple qu'en une demi-seconde décider si une chaîne de caractères est ou n'est pas un mot du lexique du français,
Eh bien, notre cerveau réalise ce type d'opération. Il tient compte, il pondère la plausibilité qu'on soit dans un espace lexical où il y a beaucoup de mots, où il n'y en a pas beaucoup. Donc, quelque part, le modèle bayésien simplifie les choses en montrant une équation générique qui permet de rendre compte de tous ces aspects différents de l'accès au lexique. Quelque part aussi, il déplace le problème vers le système de décision. Il va falloir, et ça n'est pas fait pour l'instant, comprendre comment, sur la base de quelques instructions verbales, où on dit à une personne cliquez à gauche si c'est un mot, cliquez à droite si ça n'est pas un mot, le système se configure pour créer des pondérations optimales qui réalisent cette implémentation bayésienne. Alors, bon, donc je passe sur ces diapositives qui vous montrent que ça marche bien. Juste mentionner que dans des publications plus récentes, Denis Norris a généralisé cette approche non seulement à la reconnaissance lexicale de mots écrits, mais également à la reconnaissance de mots parlés. Alors, la reconnaissance des mots parlés ne pose pas de problème particulier, sauf que l'information se déroule dans le temps. On n'a pas toute l'information d'un coup. Donc, si on imagine cet espace multidimensionnel, toutes les coordonnées ne sont pas données en même temps. Ça se déroule dans le temps. Alors il faut tenir compte du fait en particulier que non seulement les mots sont en compétition, mais des chaînes de mots comme catalog peuvent être en compétition avec un mot unique comme catalogue. Alors Denis Norris fait à peu près les bonnes mathématiques qu'il faut. C'est pas, à mon avis, c'est pas parfait. Il y a du travail pour les théoriciens pour vraiment nettoyer les prédictions théoriques encore un petit peu plus qu'elles le sont dans ces articles. Mais il simule surtout ces données et il montre en particulier que les expériences humaine se conforte avec les prédictions du modèle bayésien. Lorsque vous entendez par exemple « look at the bench » et que « bench » est un mot relativement rare dans le lexique, il y a des mots plus fréquents comme « bed », c'est un voisin fréquent, eh bien, si on mesure le temps du regard des personnes pour regarder parmi des images le mot « lit », enfin un objet « lit », un objet « banc », un objet « cloche », un objet « homard », ici, donc « bed »,« bell »,« lobster » et « bench », on voit que le regard de la personne avant de se diriger vers le bon objet, qui est bench ici, le regard de la personne va transitoirement se diriger vers le compétiteur de haute fréquence. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer par le regard de la personne ce processus de compétition interne qui se produit avec un mot intermédiaire qui est le mot bed, qui n'est pas le bon mot, mais qui, parce qu'il est fréquent, transitoirement, a une plausibilité un petit peu grande jusqu'à ce qu'on entende la fin de l'entrée, bench, et qu'on soit capable de l'éliminer complètement et de converger vers le bon mot. Donc ce sont des données qui sont assez classiques. Il y a toute une série d'expériences qui utilisent ces méthodes en temps réel pour essayer de tracer le profil d'activation dans notre tête de différents items lexicaux. Mais il est frappant de voir que le modèle bayésien peut rendre compte de ces profils alors qu'il n'y a pratiquement pas de paramètres libres dans ce modèle. Vous voyez, c'est un modèle qui est un modèle proche de l'optimalité de ce qu'il faudrait faire si on est un bon bayésien face à des mots. Alors, je termine donc en disant qu'aujourd'hui, nous avons vu en quelque sorte de nouveaux succès pour la théorie bayésienne. Il faut donc penser qu'avant l'explosion lexicale, l'enfant, dans la première année de vie, compile des statistiques sur les candidats pour les mots de sa langue et une hiérarchie d'hypothèses sur les objets et les concepts auxquels ces mots peuvent se référer, dans des modalités donc distinctes. Et puis, dans la phase d'explosion lexicale, ces deux ensembles vont être mis en relation et la théorie bayésienne peut expliquer la vitesse avec laquelle ça se produit, parce qu'en fait, très peu d'entrées suffisent à sélectionner très rapidement parmi l'espace des modèles possibles, et les contraintes hiérarchiques que le cerveau de l'enfant applique pour contraindre ses apprentissages. Et une fois qu'on tient compte de ces contraintes, le problème de l'apprentissage est radicalement simplifié et ne paraît plus aussi complexe que ça pouvait être le cas au départ. Et puis, à l'âge adulte, la théorie bayésienne continue de rendre compte de l'apprentissage de mots nouveaux, n'oublions pas ça, on a vu des expériences sur l'apprentissage de mots nouveaux chez l'adulte, et les adultes se comportaient à nouveau de manière bayésienne, et puis de la manière dont les mots sont reconnus en temps réel, de la manière dont on sélectionne une coordonnée particulière pour un mot dans l'espace du lexique mental. Voilà, merci de votre attention.